Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Créer une union sacrée pour mettre fin au blocage des institutions. Tel est l'objectif du président congolais Félix Tshisekedi qui a lancé ce 2 novembre une série de consultations à Kinshasa. Les détails dans ce journal. Dans son processus de diversification de l'économie, le Gabon mise sur les télécommunications. 250 milliards de francs CFA ont été investis dans ce secteur en 2019, faisant du pays le leader en la matière en Afrique centrale. Et puis la réhabilitation par le tribunal arbitral du sport de la Ligue professionnelle de football du Cameroun n'aura pas normalisé ses rapports avec la FECAFOOT. Bien au contraire, une audition de son président Pierre Semengue et des clubs dissidents est annoncée. Il faut agir vite avant que la situation se dégrade. Inquiète du climat post-électoral en Côte d'Ivoire, la communauté internationale appelle au dialogue et à l'apaisement. Les propositions de l'Union africaine en ce sens sont actuellement à l'étude, alors que les forces de l'ordre se sont déployées ce mardi 3 novembre autour des domiciles de plusieurs opposants suite à la création d'un conseil national de transition. Rappelons que selon les résultats annoncés mardi par la commission électorale indépendante, le président Alassane Ouattara a été réélu pour un 3e mandat avec 94,27% des suffrages. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi se cherche une nouvelle majorité alors que le torchon brûle entre le FCC et la coalition Cash. Des consultations ont été engagées en ce sens ce 2 novembre à Kinshasa et pour le chef de l'État, aucun cas de figure ne sera écarté. On fait le point tout de suite dans ce reportage de Jacques Amboka, notre correspondant en République démocratique du Congo. En République démocratique du Congo, les consultations ont débuté ce lundi 2 novembre 2020. Au premier jour de ces rendez-vous, le chef de l'État Félix Tshisekedi a échangé avec quelques animateurs des institutions et plusieurs personnalités de la société civile. Des consultations qui sont des conséquences des discordances au sein de la coalition. On aurait souhaité à ceux qui se rencontrent d'abord avec son prédécesseur, qu'ils arrivent à échanger. Pourquoi? Pour la simple raison que ce système politique, le chef de l'État lui-même l'a reconnu lors de son discours devant les 2 chambres de parlement réunies, qui était son premier discours, que nous sommes dans un apprentissage de la démocratie. Selon le chef de l'État, sa décision à l'issue de ces consultations n'exclurait aucun cas de figure. Les commentaires vont donc au bon train avec la principale hypothèse avancée, à tort ou à raison, celle de la dissolution du Parlement. Quid de l'organisation des élections législatives anticipées en cas d'un tel cas de figure? En cas d'absence d'une institution ou bien d'une institution élective, il appartiendra à la CENI d'organiser les élections. Tout de même, aujourd'hui, la question qui peut se poser, est-ce que l'équipe Nanga est-il encore légitime pour organiser de telles élections? Ça fait aujourd'hui parmi les éléments du schéma critique préparatoire en disant il faut le plus rapidement possible désigner les nouveaux membres de la CENI. Il faut noter que plusieurs points divisent la coalition au pouvoir. Si l'alternance pacifique a réussi tant soit peu à préserver la paix, elle est encore loin d'assurer une stabilité socio-économique pour un avenir meilleur. Par ces consultations, le président de la République voudrait ainsi créer, comme il l'a déclaré, une union sacrée de la nation pour le développement du pays. Anticiper pour ne pas avoir à subir, telle devra être la ligne de conduite du prochain président du Burkina Faso s'il veut éviter une dépendance à l'assistance humanitaire. Il faut dire que l'insécurité alimentaire aiguë a augmenté de 225% au pays des hommes intègres qui élira son nouveau dirigeant le 22 novembre prochain. Les détails avec Philomène Tine. L'élection présidentielle à fort enjeu prévue le 22 novembre 2020 au Burkina Faso est l'occasion de consolider plusieurs facteurs, notamment la sécurité alimentaire, estime le Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel.
L'augmentation de manière significative de la production alimentaire afin d'éviter une dépendance accrue à l'assistance humanitaire est sans doute l'une des priorités majeures du futur gouvernement burkinabé pour le prochain quinquennat. Ce qui serait souhaitable, le président qui sortirait des urnes de relance de l'activité agricole au Burkina à travers l'amélioration de la productivité et de la compétitivité pour pouvoir alors diversifier l'activité agricole dans ce pays qui reste autrement dépendante de la production cotonnière. Il serait évidemment trop facile de lier l'insécurité alimentaire que vit le Burkina Faso à l'insécurité occasionnée par les mouvements. Les causes sont tout à fait lointaines. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et le Programme alimentaire mondial des Nations Unies, l'insécurité alimentaire aiguë a augmenté de 225% au Burkina Faso. Ces trois agences des Nations Unies appellent à consentir davantage des efforts de stabilisation et d'assistance aux plus vulnérables dans le pays. Si le Burkina parvient alors à mettre en place une loi de programmation agricole, à renforcer le capital humain en essayant de motiver le personnel, il est évident que le Burkina pourra alors améliorer sa compétitivité au plan agricole et lutter indirectement contre l'insécurité alimentaire. Environ 1,6 million de personnes étaient en besoin d'assistance immédiate entre mars et mai 2020 au Burkina Faso. Alors que la situation alimentaire et nutritionnelle reste préoccupante dans ce pays touché par une situation sécuritaire fragile. Un nouveau conflit interne se profile-t-il en Éthiopie ? Eh bien, le gouvernement fédéral a décrété ce 4 novembre l'état d'urgence dans le Tigré après une attaque contre une base militaire. Le Premier ministre Abiy Ahmed met en cause le gouvernement local et annonce une riposte. On fait le point tout de suite sur la situation avec Naïl et Claude Bessa. Les violences interethniques franchissent un nouveau palier en Éthiopie, suite à l'attaque armée dans l'état régional d'Oromia. Ayant fait une trentaine de décès, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a ordonné une offensive militaire pour maîtriser un mouvement séparatiste dans l'état de Tigré. Pour le chef du gouvernement, la récente attaque est le dernier point de la ligne rouge qui a été franchi. Les autorités utiliseront la force comme dernière mesure pour sauver le peuple et le pays. Le Premier ministre Abiy Ahmed, avec son prix Nobel de la paix acquis l'année dernière, a jusqu'à présent privilégié l'option diplomatique. Malgré les velléités de déstabilisation de l'unité nationale, de scission de nombreuses communautés ethniques. Avec les offensives répétitives du mouvement du Tigré, le Premier ministre reste très à l'aise en face d'une communauté qui pendant longtemps a bénéficié des dividendes d'une gestion clanique communautaire. La majeure partie des premiers ministres qui ont dirigé l'Éthiopie étaient essentiellement de cette communauté tigrée, ce qui pourra alors justifier une telle posture guerrière du Premier ministre Abiy Ahmed. La tension est montée d'un cran entre le gouvernement et le Tigré, qui ne reconnaît plus l'autorité de l'État fédéral depuis que les élections nationales qui devaient se tenir en août 2020 ont été reportées. Rejetant la prolongation par le Parlement fédéral du mandat des députés nationaux et régionaux, censé expirer en octobre, les Tigréens qui ont dominé la politique nationale depuis plus de 30 ans avant l'arrivée en 2018 du Premier ministre Abiy Ahmed ont décidé de tenir unilatéralement des élections dans leur région en septembre 2020. Il serait difficile aujourd'hui de demander à l'Éthiopie d'accepter une médiation internationale, sachant que cet État n'a jamais voulu des ingérences extérieures à la gestion de ses conflits internes. Ce qui serait souhaitable pour pouvoir régler également le contentieux avec les différentes communautés, essentiellement la communauté tigrée. L'Éthiopie doit accélérer brutalement la politique de décentralisation et d'autonomie des différentes régions, en redéfinissant le jeu du partage du pouvoir entre l'exécutif et les différents États fédérés. La recrudescence des violences ethniques est le principal défi auquel est confronté le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, qui a été récompensé en 2019 par le prix Nobel de la paix pour son rapprochement avec l'Érythrée. Appeler à des manifestations n'a jamais été un crime. Ce sont les mots de Tundu Lissu, le chef de file de l'opposition tanzanienne, qui dénonce son interpellation par la police le 2 novembre. Le candidat malheureux à l'élection présidentielle du 28 octobre rejette toujours en bloc la réélection du président John Magufuli et réclame de nouvelles élections. Plus de précisions avec Gladys Mwamba. En Tanzanie, l'opposant Tundu Lissu, chef du parti Chadema, a été arrêté par la police ce lundi 2 novembre à Dar es Salaam. Une arrestation liée, selon les autorités, à l'appel à manifester de l'opposition pour protester contre les résultats des élections générales du 28 octobre. Nous l'avons arrêté à Dar es Salaam alors qu'il quittait le siège de l'Union européenne. L'arrestation est liée à un plan de protestation qui a été interdit.
Depuis la proclamation des résultats officiels, la Tanzanie est sous tension. L'opposition conteste la victoire du président sortant, John Magufuli, avec 84,4% des suffrages. Le chef de file de l'opposition, Tundu Lissu, crédité par la commission électorale de 13% des voix, conteste et revendique la victoire. Depuis plusieurs jours, le candidat du Chadema dénonce un climat austère, propice selon lui aux fraudes et aux irrégularités. Le régime au pouvoir est effrayant et peut s'avérer très violent. La loi tanzanienne ne permet pas de recours devant la justice pour contester les résultats des élections, ce qui laisse une faible marge de manœuvre à l'opposition. Mais Tundu Lissu ne semble pas avoir dit son dernier mot. Libéré après quelques heures d'interrogatoire, il réclame l'organisation de nouvelles élections et la dissolution de la commission électorale. Le Gabon est le premier pays connecté au TIC en Afrique centrale, un statut obtenu grâce à des investissements judicieux et stratégiques. À titre d'exemple, en 2019, 250 milliards de francs CFA ont été investis dans le secteur des télécommunications. Plus de précisions avec Marie-Joëlle Mbalo. Conscient des avantages socio-économiques offerts par les technologies de l'information et de la communication, le Gabon a investi près de 250 milliards de francs CFA en 2019 dans le secteur des télécommunications. Ce domaine affiche un potentiel de développement rapide, source de croissance économique non négligeable. Le taux de pénétration du mobile atteint 95% de la population gabonaise. Ceci grâce à l'expansion de la fibre optique et aux offres promotionnelles des opérateurs. Le nombre d'abonnements téléphoniques en 2019 s'est établi à 3 millions. Orientés par le déploiement de la fibre optique et l'extension de la 3G, 4G, les investissements réalisés par les opérateurs se sont situés à environ 56 milliards de francs CFA. Le e-learning se développe de plus en plus aujourd'hui dans les pays africains grâce aux services à valeur ajoutée que leur offrent les télécommunications. Ainsi, vous voyez de plus en plus la vulgarisation des cours en ligne dans nos écoles et nos universités. Vous avez le e-government qui prend aussi de l'ampleur dans tous les États. Classé premier pays le plus connecté de l'Afrique centrale par la Banque mondiale, le Gabon entend redoubler d'efforts pour accroître le taux de pénétration au TIC et à la connectivité sur toute l'étendue du territoire national. Portrait à présent de Revelyne Assemian, fondatrice de la marque AHFR. Elle lance en 2013 à Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Cette marque qui fait du mini-luxe. 7 ans plus tard, cette ingénieure de formation vit désormais de sa passion, la mode. Les détails avec Corinne Kamsefhem et Gladys Mouamba. 4 lettres pour se faire un nom dans le monde de la mode. HRFR est l'acronyme de la styliste ivoirienne Revelyne Assemian. Il y a 7 ans, cette ingénieure de formation décide de tout quitter pour se lancer dans ce projet taillé sur mesure. Elle choisit de se positionner dans le mini-luxe, un secteur de niche. Ce changement de vie est un véritable défi puisque la Côte d'Ivoire présente l'une des industries de la mode les plus dynamiques du continent. Je créais mes modèles, ils les confectionnaient et je vendais autour de moi. Donc, je dis, mais attends. Et l'amour, j'ai vu que j'ai ressenti quelque chose de... C'est pas de l'argent que je gagnais, en fait, qui me faisait plaisir, mais cette passion où tu es là à 2h du matin, à 3h du matin, tu es tu as un stylo et tu as un cahier où tu dessines, les modèles défilent. Parce que si on me dit de faire un travail jusqu'à 2h, 3h du matin, je ne suis pas sûre que je le ferai avec plaisir. Mais c'est là que j'ai vu que, franchement, ce truc, je l'adore. Et je me suis lancée. À l'instar de beaucoup d'autres artistes, les créations de Revelyne Assemian sont portées par le mouvement panafricaniste florissant. Si la mode Made in Africa est de plus en plus prisée dans le monde entier, elle pâtit de la concurrence sévère du secteur informel en interne. Mais Revelyne Assemian sait tirer son épingle du jeu en confectionnant des modèles aussi bien pour elle que pour lui. Laine, soie, batik, tout passe entre ses doigts. C'est grâce aux fruits de son dur labeur que cette férue de mode vit aujourd'hui de sa passion. Pour moi, ça n'a pas été facile, d'autant plus que, vous savez, en Afrique, la mode, c'est maintenant que la mode a pris son envol. Et si tu es une diplômée et tu es
en exercice, tu fais le métier à côté, que même tu as démissionné pour être en entier dans ta passion, les parents et les amis vont te décourager parce qu'ils diront que mais tu ne connais pas le terrain. Mais moi, par ma passion, et je suis quelqu'un de conviction, je ne compte pas sur quelqu'un. Quand je ressens quelque chose, je vais jusqu'au bout. Et parce que la passion ne s'explique pas. On vit la chose. Depuis 2012, le gouvernement ivoirien travaille à créer un cadre propice pour permettre aux artistes de mieux vivre de leur création grâce à ses talents et à l'adoption de politiques pour favoriser l'expansion des métiers du textile. La Côte d'Ivoire, 3e pays producteur de coton en Afrique de l'Ouest, pourrait devenir dans les années à venir la plus importante plaque tournante de la mode en Afrique. Se dirige-t-on vers une nouvelle suspension de la Ligue de football professionnel du Cameroun? Eh bien, ce scénario n'est pas exclu au vu du bras de fer qui oppose actuellement la LFPC à la Fédération camerounaise de football. En attendant les conclusions du comité exécutif de la FECAFOOT, le championnat a bel et bien repris. Plus de précisions avec José Douglas. Le championnat de football camerounais a redémarré dimanche 1er novembre avec un match d'ouverture, Panthère du D face à Coton Sport de Gaoua. Des incertitudes régnaient avant la rencontre en raison du conflit qui oppose le président de la fédération, M. Sédou Bombo Dioya, et celui de la Ligue, le général Pierre Semingué. Il faut rappeler que le championnat s'était déroulé la saison dernière sous la tutelle de la Fédération camerounaise de football qui espère récupérer cette compétition même si le tribunal arbitral du sport a cédé l'organisation à la Ligue. Quelques changements voient le jour dans ce championnat. Nous sommes en train d'amorcer une autre logique par rapport à l'identification des joueurs et staff. À partir du premier match, les joueurs vont évoluer sur la base de ces identifiants dont les informations ont été transmises par les clubs. Donc désormais, le contrôle par les arbitres se fait sur la base de ce badge et d'une pièce d'identité pour se rassurer que les informations sont concordantes. Des présidents de clubs de football professionnels, environ 50%, ont tenu une assemblée générale extraordinaire et ont voté à l'unanimité la dissolution de la Ligue et pour offrir l'organisation des championnats à la Fédération. La Fédération a brillé par son absence lors du lancement de ce championnat. Elle avait programmé un stage de recyclage des arbitres au même moment, alors que c'est la Fédération qui gère et désigne les arbitres. Aucun d'entre eux n'était disponible pour ce match inaugural. La Ligue a donc invité des arbitres internationaux, des Équato-Guinéens. Pour cette première rencontre, Coton Sport l'a remporté 2-0 avec des buts de Chouante à la 39e minute et Wuken à la 81e minute. La suite de cette première journée devrait avoir lieu ce mercredi 4 novembre et la Ligue insiste sur la nouvelle formule. C'est ainsi que ça se passe à l'international. Les joueurs et encadreurs sur le banc de touche doivent arborer un cache-nez à l'exception des joueurs qui évoluent sur la pelouse. Les arbitres n'ont pas pu prendre part à cette réunion technique du fait de certaines modalités pratiques à boucler. À noter également que le coup d'envoi du championnat féminin du Cameroun aura lieu le 14 novembre 2020 à Douala avec le match inaugural qui opposera Caïman Filles de Douala face au Canon sportif de Yaoundé. Un championnat féminin qui démarre avec un nouveau sponsor. Enfin, pour clore, un rapide détour en Afrique du Nord pour vous signaler que le match retour des demi-finales de la Ligue des Champions a lieu ce mercredi 4 novembre à 20h entre Zamalek d'Égypte et le Raja Athletic Club du Maroc. Match qui avait été reporté pour plusieurs cas de Covid chez les joueurs marocains. Le club égyptien d'Al-Hali a déjà décroché son billet pour la finale en battant le Wydad de Casablanca 2-0, puis 3-1. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.